Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Parlez-vous cinéma. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un très grand réalisateur belge, Jaco van der Mael. Jaco van der Mael, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes invité à Amiens dans le cadre des 24e rendez-vous de la bande dessinée. Deux de vos films sont projetés au cinéma Saint-Leu, Le Tout Nouveau Testament et Mister Nobody. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question. Quel est le lien entre la bande dessinée et le cinéma, si tant est qu'il y en ait un, et quel point commun peut-on trouver entre ces deux arts? Ben, c'est deux arts qui se racontent avec l'image, mais complètement différemment, je crois. Euh, J'aime bien raconter des histoires, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, que ce soit en BD. Ceci est une première fois pour moi. Et c'est chouette d'avoir une première fois à 60 ans. Euh, j'ai été biberonné quand j'étais petit à la BD en tant que Belge, où je lisais je lisais avant de savoir lire. Et puis après, j'ai appris à lire avec la BD. Et puis, mais où sont les différences, où sont les similitudes? Ces deux arts qui se racontent avec des images, avant tout. C'est des histoires racontées en images. Euh, le temps est évidemment très très différent. Le fait qu'au cinéma, que le temps soit captif est très très différent. Mon métier, c'est vraiment beaucoup plus. Enfin, mon métier, c'est le cinéma. C'est là que j'ai probablement le plus grand plaisir. Euh, mais j'ai essayé quelquefois d'adapter. Je me suis penché sur quelques BD pour l'adaptation et chaque fois, je me disais, tiens, c'est étonnant comme c'est raconté différemment et comme le, le- les structures sont complètement différentes. Et voilà, bah ça, c'est une différence. L'autre différence, c'est qu'en BD, si on raconte les Indiens attaquent le fort et mettent le feu à la ville, ou il va dans son potager déterrer quelques pommes de terre et les ramène à la maison, c'est le même budget. Euh, Au cinéma, c'est les Indiens attaquent le fort, mais est-ce que ça pourrait pas être un Indien attaque une fermette, des choses donc le fait de travailler avec l'argent et le fait que c'est cher est très très différent. Ici, pour cet album-ci, ben, on voit bien qu'il y a énormément de BD post-apocalyptiques européennes, mais il y a très peu de films post-apocalyptiques européens, ils sont américains. Alors, il y a un lien entre la bande dessinée et votre cinéma. Je pense à Mister Nobody. Vous avez collaboré sur ce film avec François Schuiten, j'espère que j'écorche pas son nom, Scriten. qui est un dessinateur de bande dessinée, et vous avez collaboré avec lui pour la conception visuelle. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec un dessinateur? Qu'est-ce que voilà, ça a apporté au film? Et est-ce que c'était important pour vous de travailler avec un dessinateur sur ce film? Ben, François, je le connais depuis longtemps, enfin depuis 40 ans à peu près. Donc ça me semblait assez naturel quand il y avait cette ville du futur à imaginer, de demander à François, j'aime bien travailler avec les amis, de demander à François de la, de la dessiner, de l'imaginer. On l'a fait aussi avec Benoît Peters, avec Isabelle Stengers, qui est une philosophe des sciences, pour voir un peu ben, comment on mange, comment on se déplace, comment on dort, enfin, toutes ces choses qu'il faut réinventer ou réimaginer différemment. Et c'était un super, super plaisir de travailler avec François et cette collaboration-ci. Ici, je me suis un peu mis. Là, François s'était mis à moi, à mon service en tant que réalisateur, et ici, avec Thomas, on s'est mis au service de François, dans le sens que c'est lui le galérien qui allait passer encore, quand le scénario serait terminé, 2 ans à ancrer et Laurent 1 an à mettre la couleur. Donc notre première motivation, c'était de trouver une super histoire. La deuxième motivation, c'était de trouver une super histoire qui excite François et où il ait du plaisir à dessiner pendant 2 ans. Et donc, quand on voyait sa main bouger, on se disait, ah oui, ça c'est une bonne idée. Si sa main ne bougeait pas, on cherchait encore. Mais on ne l'a pas écrit comme classiquement, c'est-à-dire souvent il y a un scénariste qui écrit un scénario de BD. Ici, on l'a directement fait, comme on fait parfois au théâtre,
où on improvise avec des acteurs alors qu'il n'y a pas de texte. Ici, on l'a directement fait en le dessinant. C'est-à-dire on a passé 1 an et demi en se voyant une fois par semaine et on essayait de dessiner les planches. Et ça a amené quelque chose d'assez organique dans le sens qu'elles sont... il n'y a pas eu de traduction d'un texte vers l'image, c'était directement de l'image. Et puis après, une fois que c'était dessiné, on a vu que ça ne marchait pas, on a redessiné et puis redessiné. On a découpé, monté, inversé, fait du montage de planches. Et puis quand c'était bon, là, il a commencé à faire un crayonné, puis un ancrage, et puis, voilà, et puis tout le travail qu'il fait très bien. Alors vous dites qu'il fallait voilà, trouver cette bonne idée. Quand on a une bonne idée comme la vôtre pour Mister Nobody, comment on s'inspire pour le graphisme justement? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du graphisme du film? Quelles ont été vos inspirations? Le cinéma, je trouve que c'est avant tout de la photographie. Et puis c'est du son, et puis c'est des acteurs, et puis c'est tout ça. Enfin, c'est un mélange de toutes ces choses-là, mais la photographie est très très importante dans le sens qu'il y a des proportions, des perspectives, des masses, euh, comme en peinture, et que comment on sent ces masses, c'est très très différent. Je pense que on dit toujours qu'il y a deux formes de cinéma. Euh, le cinéma qui décrit qui montre le réel comme comme les frères Lumière, et puis le cinéma de l'imaginaire comme Méliès. Mais j'ai l'impression que la richesse du cinéma, c'est juste entre les deux, c'est-à-dire que c'est ce que j'essaye de trouver, c'est un cinéma qui décrit la perception de la réalité, mais pas la réalité. C'est-à-dire qu'il décrit qu'est-ce qu'on sent de la réalité, ou qu'est-ce que le personnage sent, quelle est sa perception, sans jamais savoir quelle est la réalité, quoi. Ce qui est d'ailleurs le cas de chacun. L'étrange expérience d'être en vie, c'est effectivement, on ne sait pas ce que c'est le réel. Mon chien perçoit autre chose qu'un papillon et que moi. Et le cinéma et la littérature et le théâtre essayent de nous faire croire que la vie est une histoire, alors qu'elle n'en est pas une, mais c'est consolateur. Mais c'est effectivement comment est-ce que le cadre et l'image peuvent faire sentir la perception. Et la caméra joue autant que l'acteur. C'est-à-dire que la caméra et l'acteur, c'est un tango. Ils dansent à deux. On n'en voit qu'un, mais ils dansent à deux. Et puis tout danse. L'ingénieur du son danse, le décorateur danse. Moi, quand j'écris, j'écris ce que je sens, c'est-à-dire je vois des masses, je vois des couleurs, parfois, pas toujours. J'entends des sons, c'est un peu flou. Et puis à un moment donné, donc je note ça, et puis à un moment donné, ça devient une œuvre d'art collectif, c'est-à-dire ça devient des planches, des clous, de la peinture, un objectif de 50 mm avec un rail, et c'est pas un 35, c'est un 40, et ça change, et c'est des acteurs en chair et en os, et tout ça amène de la complexité. Et plus il y a de la complexité, et plus ça porte des interrogations, et moins il y a de réponses, et plus la question est précise. Alors vous parlez de la danse entre la caméra et l'acteur. Comment on construit une danse comme celle de Mister Nobody? C'est un film qui est de très grande envergure. Vous avez mis de longues années à écrire le scénario. Il y a eu 6 mois de tournage, 1 an de montage. Comment se passe la construction d'un tel film? J'étais parti d'un court-métrage que j'avais fait dans les années 80 qui s'appelait Hyper rigolo de Sport Guercy, qui était en fait un enfant court derrière le train. S'il le rattrape, il y a un avenir. S'il ne le rattrape pas, il y a un autre avenir. C'était en 80. En même temps que la même année que se tournait Le Hasard en Pologne. C'était assez drôle parce que c'était la même dualité. Et après avoir fait ce film, je me suis dit, c'est marrant parce que dans la vie, il n'y a pas une bifurcation. Il n'y a pas s'il arrive ça, si je prends le train ou si je choisis ça ou ça, ou s'il m'arrive ça ou ça. Il y a deux destins possibles parce qu'après ça, il y a un autre choix, il y a d'autres bifurcations et puis ça devient une arborescence avec une multiplicité de possibles. Et donc c'est de ça dont je voulais parler, qui est une structure qui ne fait pas partie des structures cinématographique, qui est
toutes les structures cinématographiques sont en entonnoir. Tout va vers une fin en focus. Et celle-ci, ça s'ouvre de plus en plus. Ce qui peut déranger pas mal de spectateurs, sauf s'ils sont habitués aux jeux vidéo. Et donc le public jeune jouait beaucoup plus qu'un public plus âgé, quoi, hein, qui a plus besoin qu'on lui dise. Et maintenant, la cause et la conséquence est claire, et puis à la fin, et tout se focalise vers la fin. Donc la manière dont je travaille, je m'habitue à pédaler dans la choucroute pendant longtemps, hein, parce que le processus d'écriture, c'est avant tout pédaler dans la choucroute. Le processus d'écriture, pour moi en tout cas, c'est écrire 3 heures par jour, 3 pages, pendant quelques années. Et puis je fais des fiches. En fait, au départ, je fais déjà des fiches, et puis j'en refais au fur et à mesure que, quand j'en ai quelques centaines, je les dispose sur 3 tables. Le début, le milieu, la fin, le premier acte, deuxième acte, troisième acte. Et il y a une histoire qui apparaît petit à petit, comme ça. Il y a 2 fiches qui racontent la même chose, ou 2 personnages qui peuvent devenir un. Et puis à ce moment-là, quand ça vient, je commence à raconter de façon linéaire. Ça fait beaucoup trop de pages. C'est confus. Et puis je recommence, je le remets en fiche, je le remets en linéaire, je le remets en fiche, jusqu'à arriver à avoir la durée de 120 pages à peu près. Et ici, donc, c'était plusieurs histoires Enfin, chaque bifurcation devait avoir un début, un milieu, une fin. Donc, en fait, il y avait un axe qui était le vieux raconte, hein, le vieux se souvient, qui s'inverse quand on se rend compte qu'en fait, c'est pas le vieux qui se souvient, mais c'est l'enfant qui a la prémonition. Et puis, à chaque bifurcation, il y a un début, un milieu, une fin à chacune des bifurcations. Alors justement, cette arborescence de choix, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre votre vie, votre métier, et le fameux personnage de Nemo qui est devant cette arborescence de choix, avec voilà, votre métier et le fait que vous soyez et réalisateur, que vous mettiez en scène, que vous soyez aussi capable d'écrire un scénario pour une bande dessinée. Est-ce que c'est aussi voilà, une manière de parler de vous et de dire que vous ne faites pas forcément un choix d'un seul métier, mais que vous allez aussi, vous êtes devant cette arborescence et que vous allez voilà, vers plusieurs directions? Euh, Ben non, non, parce que c'est vachement différent. Effectivement, je fais de la mise en scène de théâtre, j'ai fait du cirque, j'aime faire du cinéma, je fais du court, du long, et là maintenant, et maintenant une BD, pas de la BD, j'ai fait une BD. Mais c'est très, très différent. En fait, ce que j'essaye de faire à travers le cinéma, peut-être plus qu'à travers le cinéma qu'à travers les autres types d'histoires que j'aborde, ou genres que j'aborde, de parler de l'étrange expérience d'être en vie. Et le cinéma a tendance à raconter le contraire. Tu vois, au cinéma, chaque chose enfin, tout va vers la fin, les causes et les conséquences doivent être claires, rien ne doit être inutile, et la fin donne un sens à tout ce qui précède. Et l'étrange expérience d'être en vie, c'est les causes et les conséquences ne sont pas toujours claires, les plus belles scènes sont parfois les plus inutiles, et la fin ne donnera pas de sens à tout ce qui précède. Donc comment parler de l'étrange expérience d'être en vie, qui est une expérience qui n'a pas vraiment de sens, du plaisir, mais pas vraiment de sens, à travers un médium qui, lui, essaye tout le temps de donner du sens. Donc, c'est ça qui me passionne, en fait. Comment on peut tordre le cou à la narration qui donne des réponses pour qu'il ne reste que les questions. Pour que les réponses soient libres et que le spectateur parte avec juste les questions. Alors, qu'est-ce qui vous pousse du coup dans un projet? Et si on veut parler du second film qui est projeté au cinéma Saint-Leu, Le Tout Nouveau Testament, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce projet-là? Ça, c'est mon premier projet de collaboration. C'est-à-dire, tous mes autres films, je les ai écrits seuls, longtemps, en moyenne 4 ans.
Enfin, Toto le héros, c'était à peu près 5 ans, peut-être 6. Mais j'ai commencé à écrire à 21 ans, j'ai terminé à 29, épisodiquement. Le 8e jour, c'était plus rapide, ça m'a pris 1 an et demi, peut-être 2 ans. Euh, Nobody, ça m'a pris 5-6 ans. Euh, et là, j'avais envie d'écrire avec quelqu'un. J'ai rencontré Thomas Gunzig, qui, par chance, habite pas loin de chez moi. Par chance, les gens avec qui je travaille habitent pas loin de chez moi. Et, j'aimais bien ses romans, enfin, j'aimais bien son humour, j'aimais bien euh, le côté un peu grinçant qu'il a. J'avais la sensation que ce serait complémentaire. Et ce qu'il y a de super de travailler avec quelqu'un, en fait, c'est que quand, quand, quand j'écrivais seul et que j'avais pas une bonne idée pendant une semaine, c'était une sale semaine, quoi. Alors que quand on travaille à deux, même si on n'a pas une bonne idée, on passe une bonne après-midi, quoi. Et c'était la même chose sur la BD. Il y avait des tas de moments où on se voyait 3-4 jours comme ça, et puis on ne sait absolument pas où ça va, c'est pas terrible. On sait qu'en fait, cette idée qu'on croyait formidable, ça ne marche pas du tout. Que ça, mais comme on est à plusieurs, tu vois, le processus est, en tout cas pour moi, aussi important que le résultat, quoi. Alors, il y a un côté graphique qui est très important aussi dans ce film. Je pense aux fleurs, par exemple. Enfin, c'est l'image qui me vient tout de suite voilà, en parlant du côté graphique du film, mais aux fleurs qu'on voit dans le ciel à la fin, par exemple. Mhm. Qu'est-ce que ça apporte, du coup, voilà, toute cette conception visuelle, voilà, tout ce graphisme? Qu'est-ce que ça apporte au film dans ce cadre-là, par rapport à Mister Nobody, par exemple? Bah, les deux sont assez pétés, hein, visuellement. Euh, de s'autoriser, en fait, à montrer des choses qui n'existent enfin, dans ce qu'on appelle le réel, quoi, qu'on ne verra pas dans ce qu'on appelle le réel, mais ici, tu vois, ici, ici, et si Dieu, en fait, était une femme, et puis elle met de la broderie dans le ciel. Super, quoi. Donc, ça a quelque chose du fantastique, en fait, oui, ça a quelque chose du fantastique. C'est un autre monde qui est différent, mais qui résonne un peu avec le nôtre. Alors pour terminer, je vais revenir sur ces 24e rencontres de la bande dessinée. Je voudrais parler de l'affiche qui est juste derrière vous. On voit Batman qui Oui, est sur la cathédrale. L'image du super-héros, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est présent dans votre cinéma? Est-ce qu'on peut considérer que Nemo, par exemple, est un super-héros ou que... Est-ce que voilà, c'est une image qui vous parle et mais moi j'ai surtout travaillé sur les super perdants, euh, les perdants magnifiques, quoi. Euh, des anti-super-héros finalement? oui, mais qui sont des super-héros aussi, hein. Batman, c'est un gamin dont les parents ont été assassinés, et puis il lui restait rien, et il a mis un costume, tu vois. Et il s'en est sorti avec son costume, tu vois. Mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui a été achevé à 8 ans, quoi. Et qui a dû enfin, qui a dû apprendre à vivre. Et Toto, c'est quelqu'un qui croit qu'il lui est rien arrivé de sa vie, alors qu'il lui est arrivé plein de trucs, mais juste il est passé à côté parce qu'il essaie de faire de sa vie une histoire, quoi. Et c'est souvent les nouveaux apôtres, c'est tous des perdants magnifiques, des losers, mais ils ont survécu, et le goût d'être en vie revient, quoi. C'est souvent ça, je pense, hein, que je cherche, c'est-à-dire que ce goût d'être en vie n'arrive pas quand la vie est une histoire. Parce que quand la vie est une histoire, tu te demandes où ça va, tu travailles pour y arriver, enfin, tu te focalises. Les films qui sont focalisés, est-ce que le président des États-Unis va être tué à la fin ou pas, tu vois, il y a ce suspense qui fait que tu n'es pas dans la scène, mais tu es déjà dans celle d'après. Moi, j'aime bien les histoires qui sont un peu plus à la Don Quichotte, où on ne sait même plus pourquoi il était parti. On avait entendu Dulcinea, mais en fait, je crois qu'il a oublié lui aussi. Et c'est plutôt, on est sur le chemin avec... il y a un moment qui est le moment présent, ça. Et ce goût-là. Essayer de retrouver ce goût-là. Qui, en écriture, est assez... Ça, je pense que c'est la plus grande difficulté
du scénariste, c'est tu vois, tu mâches le chewing-gum, là, le soir tu la colles sous la table, le matin tu reprends, tu dis quel goût formidable ça, et puis 4 ans après tu décolles, tu cherches, tu dis, oui non, ça a du goût, ça a du goût. Donc il faut toujours essayer de retrouver ce goût. Toi. Et les monteurs c'est pareil, les bons monteurs c'est pas des techniciens, c'est des gens qui ont une très longue capacité à sentir et qui après avoir être passé 250 fois sur la scène, sentent encore quelque chose, tiens si j'enlevais 3 images, je bouge ceci et ça. Et donc cette capacité à sentir, c'est un muscle, c'est un super muscle. Parce que ça donne aussi la capacité de sentir qu'on est vivant. Super, c'est une belle fin. Merci beaucoup, Merci à vous. beaucoup pour votre Merci. présence. Bon festival. Ouais. Je remercie bien sûr le Cinéma Saint-Leu et les 24e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle émission Parlez-vous cinéma.